Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cette nouvelle prise en main et déballage. Et on va parler du Oppo Find X. Alors avant de faire le déballage, on va parler un petit peu de Oppo parce que c'est une nouvelle marque en France en fait. Enfin, elle existait déjà en Chine, j'en ai déjà testé il y a longtemps. Et d'ailleurs, Oppo est déjà venu en France il y a quelques temps de ça. Mais évidemment, en fait, ils sont partis. Pourquoi? C'est quelques mois plus tard que Oppo a juste explosé en Chine. Et Oppo n'a plus voulu s'étaler en France et a préféré refaire toutes les sources en Chine pour être sûr de bien gérer sa communication qui est assez présente en Chine. Il faut savoir que dans le métro, c'est un peu notre Samsung ou Apple à nous. C'est-à-dire que des pubs de chez Oppo, il y en a partout. Il faut savoir que Oppo appartient au groupe BBK, c'est-à-dire BBK, vous avez plusieurs marques. Si vous mettez Oppo et Vivo ensemble, eh bien Vivo faisant partie de BBK, ça fait 16% de marché à eux deux, et donc c'est parmi les plus gros vendeurs si on met BBK au lieu de Oppo et Vivo à part. Mais il n'y a pas que, il y a aussi Realme qui est une version un petit peu cheap à la Pocophone entre guillemets de Oppo, donc des versions sur plastique, ce genre de choses, qui est notamment réservée pour l'Inde. Et vous avez, et beaucoup plus connu en Europe, OnePlus. OnePlus qui se base souvent sur les châssis des Oppo pour sortir, notamment les Oppo R15, enfin les Oppo R en tout cas, pour sortir leur smartphone. Bien évidemment avec des différences plus ou moins grandes selon les modèles et selon ce qu'ils veulent apporter. Et ce Oppo Find X, c'est un peu unique en son genre, c'est un peu le seul smartphone à apporter trois choses très importantes. Je vais faire un petit parallèle avec Vivo qui est aussi des choses importantes, mais on sent réellement que chacune des marques a vraiment ses priorités et va toucher une cible différente. En effet, ce Oppo Find X, alors il arrive en France à 1000 €, et en termes de différence par rapport à la version chinoise, c'est que la version chinoise est en 128 Go, n'a que la VOC et pas la Super VOC, et c'est surtout ça en fait comme différence. Sinon, la configuration reste la même. C'est surtout le gros avantage, c'est que la version à 1000 € vendue en France est de 256 Go. Donc ça déjà, c'est plutôt bien, surtout à 1000 €. C'est assez rare aujourd'hui d'avoir du 256 Go directement. En général, on a la version inférieure. Et aussi, l'autre chose, vous avez donc la Super VOC. C'est-à-dire que la version chinoise est une batterie de 3700 mAh, mais une batterie assez classique. La Super VOC, qu'est-ce que c'est par rapport à la VOC? La VOC, c'est un peu la base de la charge rapide d'aujourd'hui et elle est toujours aussi rapide que la plupart des smartphones d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle date du Oppo Find 7A, qui, encore je le dis, date d'il y a pas mal de temps et reste encore un excellent concurrent. Il a l'avantage de ne pas chauffer, mais par contre nécessite un chargeur spécifique et un câble spécifique, attention. La Super VOC, c'est l'évolution directe de la VOC, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que c'est que la Super VOC? C'est de balancer du 10 volts et 5 ampères. C'est juste énorme. Et actuellement, en fait, la plupart des batteries sont en 5 volts. Comment balancer du 5 volts si t'en balances 10? Eh bien, c'est là où Oppo a su trouver la petite solution, assez bête, mais au final très ingénieuse, de mettre deux batteries. Et en fait, vous avez deux batteries, vous en avez une ici et une ici, chacune de 1700 mAh et qui font 5 volts. Ce qui fait que ça va balancer en parallèle, donc du 10 volts. 5 plus 5, tout simplement. Cela va permettre de recharger le téléphone en une demi-heure. Et c'est quelque chose d'assez nouveau pour le coup, et innovateur. Et pour le coup, Oppo est encore une fois pionnier dans le domaine. Et ça, c'est une excellente chose qui montre que les Chinois peuvent faire des choses très intéressantes. L'autre particularité, c'est d'avoir un écran qui n'a juste qu'un écran en façade. En effet, la plupart des smartphones peuvent avoir soit le lecteur d'empreintes, soit, et ça c'est le cas pour tous jusqu'à maintenant, et à part le Vivo Nex par exemple, eh bien des capteurs pour le capteur d'unité, capteur de proximité et bien sûr les caméras de façade, évidemment pour les selfies. Et pour le coup, il fallait trouver une solution. Le Vivo Nex avait juste un petit moteur et juste la caméra avant qui ressortait. Le Oppo est un petit peu plus ambitieux entre guillemets puisque ça va être deux moteurs qui vont lever toute la face ici, toute une partie de la partie photo. Vous avez aussi toute une gestion de la reconnaissance faciale, comme ce qu'on peut retrouver chez Apple. C'est exactement le même principe, avec autant de points, 50 000. Et c'est comme ça qu'on va déverrouiller son smartphone. En effet, c'est comme ceci, voilà, que je viens de déverrouiller mon smartphone. Je vous le refais. Bien évidemment, plus de ça, et regarde, si je regarde l'écran pour déverrouiller. Très impressionnant, et surtout, ça fait très futuriste. Pour rappel, voilà un petit peu ce que ça donne. Et on peut voir ici la partie infrarouge. Vous avez aussi les deux capteurs aussi qui sont protégés pour les capteurs. Bon, l'un des premiers soucis que je vois depuis les quelques jours que je l'utilise, c'est surtout la poussière. Et donc ce qui fait qu'en fait, forcément, vous avez un écran qui aura tendance à être, comme on peut le dire, réellement borderless.
pas d'encoche, un menton extrêmement petit, et ça c'est quand même quelque chose de notable. En fait, ces petites choses-là font que c'est un smartphone qui, pour moi, fait très futuriste. En effet, par rapport à l'iPhone X qui a besoin d'une encoche puisqu'il n'y a pas de système motorisé, on a une encoche dégueulasse sur les vidéos ou tout simplement à l'utilisation, quelque chose que je ne supporte pas. Et là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là où le Vivo Nex aura juste la caméra avant qui va ressortir d'une petite partie toujours motorisée et un lecteur d'empreintes sous l'écran, eh bien le Oppo Find X a préféré de la reconnaissance faciale et à chaque fois que l'on veut le déverrouiller, cette petite partie-là va ressortir. C'est quelque chose d'ingénieux, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, mais Oppo a garanti 300 000 entrées-sorties de garantie. Très intéressant, surtout quand on sait que le Xiaomi Mi X3, qui lui est manuel, en propose autant de garanties. Alors qu'il est manuel, donc ça devrait être plus fiable. Et ça, c'est une chose vraiment intéressante. Dernière chose pour la partie lancement en France, pendant un an, quand vous allez l'acheter, la casse est garantie pendant un an. C'est-à-dire que si vous cassez l'écran du smartphone, alors je parle bien de l'écran, eh bien Oppo pourra le remplacer une fois pendant un an. Ne le pétez pas plusieurs fois, ça ne sert qu'une fois. Néanmoins, c'est toujours sympa quand on paye un smartphone 1000 € d'une marque que l'on ne connaît pas en France, d'avoir déjà ce côté rassurant, d'avoir justement la possibilité de remplacer l'écran gratuitement si on le casse nous, et de ne pas avoir à jouer les assurances, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut rassurer, surtout pour un smartphone aussi vitrine. Et surtout, quand on voit qu'il est aussi borderless, c'est la chose qui peut faire peur. Allez, on passe au déballage, il va être très rapide et en musique, et moi, je ne parlerai pas. Alors, avez-vous apprécié le déballage? Moi, moyennement. Pourquoi? Je trouve que la boîte n'est pas à la hauteur du smartphone. Ça a l'air tout con comme ça, mais j'aurais préféré peut-être une boîte un poil plus premium pour un smartphone aussi vitrine technologique qu'est l'Oppo Find X. Parce qu'en effet, il fait vraiment vitrine technologique, il fait vraiment futuriste pour moi. Déjà, vous pouvez voir, alors si je fais bien le montage, vous devez voir une comparaison avec le Note 9, qui est aussi l'autre grande tablette et qui pour moi reste objectivement bien meilleur que le Find X. Mais il y a une grosse différence entre ces deux smartphones. C'est que le Find X est vraiment... C'est particulier de dire ça, mais j'ai toujours l'impression, en l'utilisant, qu'il est technologiquement supérieur. Pourtant, avant de dire pourquoi, j'ai déjà testé l'Oppo Find F1 et le Xiaomi Mi 8, qui ont tous les deux une reconnaissance faciale à la Apple, avec cette énorme encoche dégueulasse que je ne supporte pas. Et puis je ne trouve pas forcément que la reconnaissance faciale 3D soit quelque chose d'incroyable et vraiment important. La grosse différence entre un Mi 8 avec la reconnaissance faciale et ce Find X, c'est ça. Ça a l'air con, hein, mais le fait que vous ayez des moteurs qui viennent sortir les caméras du smartphone, le fait que vous n'ayez pas de caméra visible au dos, mais le fait d'avoir juste un écran comme ceci, sans bordure, sans caméra, sans capteur de proximité, enfin, il est kiffant à utiliser parce que on a juste un super bel écran qu'on voit. Alors en plus de ça, les notifications qu'il y a autour quand il est en veille, c'est juste magnifique. Dommage qu'elle reste pas tout le temps parce que je la trouve vraiment très très belle. Mais ça fait vraiment très sympathique. Alors vous allez me dire, ouais mais alors, comment il fait pour la luminosité par exemple? Pour ceux qui se posent la question étant un peu geek. Le capteur de luminosité, alors il est ingénieux et à la fois pas forcément bien fait, mais il est au-dessus en fait, il est ici. Vous avez un capteur et en fait ce qui fait qu'il va capter la lumière qu'il y a ici. Donc ce qui fait que ça peut engendrer des choses un petit peu particulières parce que ça ne fera pas par rapport à la lumière qu'il y a derrière nous, mais la lumière qu'il y a au-dessus de nous, par là. On n'a pas de prise jack. Alors il faut savoir qu'il y a un adaptateur, donc je l'ai pas pour le coup, il n'a pas été fourni avec la boîte, donc l'ancien testeur a peut-être dû, enfin un des anciens testeurs a dû oublier de le remettre, en tout cas je ne saurais dire. Mais il faut savoir que c'est pas comme un Pixel 3, vous avez le DAC dans le dongle, c'est-à-dire que vous avez une puce audio dédiée dedans, et après vous avez une partie analogique ici. Alors pourquoi avoir fait ça de cette façon, je ne saurais dire, mais c'est un choix d'Oppo. Après ça permet d'avoir des dongles, si vous le perdez, vous n'avez pas besoin d'en racheter un cher. Par exemple, celui du Nubia Z17 Lite fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est une bonne chose à prendre en compte.
et au moins le dongle ne coûte que 3-4 euros et pas 12, 15, 20, comme certains. Néanmoins, les deux peuvent fonctionner, voilà, en tout cas, vous savez ça. Le smartphone à l'utilisation, en fait, il a vraiment quelque chose, et même, je peux vous dire que même au déballage, quand j'étais au travail, j'étais super content de pouvoir montrer une technologie aussi particulière parce qu'elle est unique. Et ce qui fait que c'est aussi ça, vous avez un smartphone unique. Parce que la plupart des smartphones aujourd'hui, bah, c'est bien, elles ont une encoche ou elles n'ont pas d'encoche en haut, mais elles ont les caméras, vous avez le menton en bas et vous avez les capteurs au dos. Mais si non, ici vous n'avez pas de capteurs visibles. Elles sont où les caméras? Il faudra que je fasse le test avec quelqu'un que j'ai pas encore vu. Elles sont où les caméras? Et ça peut être marrant, tiens. Et ce qui fait que c'est un smartphone qui, même s'il est objectivement moins bon qu'un Note 9, que ce soit en photo, que ce soit l'écran qui est mieux calibré, le fait qu'il ait un jack, le fait qu'on peut étendre le stockage, le fait qu'il aura, alors peut-être pas l'autonomie, mais le fait que, bah, pour le coup, on a quand même Samsung une expérience qui ressemble beaucoup plus à une expérience Android qu'une expérience iOS. Pour beaucoup de raisons, en fait, le Note 9 va être objectivement meilleur. Mais le truc, c'est que ce Oppo est vachement plaisant à utiliser parce qu'on a un produit qui est unique, parce qu'on a un produit qui est agréable à prendre en main, parce qu'il fait moins pro d'un côté aussi, mais il fait moins mastoc que le Note 9, parce que le Note 9 fait vachement mastoc. Et en fait, ce Oppo, bah, il est agréable à regarder déjà, le dos. Ce dos là un petit peu bleuté, c'est très joli, c'est très sympa. Et c'est surtout qu'en fait, à chaque fois que je déverrouille, même si j'aime pas le Pocophone F1 et le Mi 8, bah, je déverrouille, j'ai la vibration déjà du moteur, j'entends que ça sort, et ça, c'est con, mais c'est juste kiffant en fait. En termes d'expérience utilisateur, c'est quelque chose que vous allez vraiment apprécier. Par contre, dans les choses que vous allez moins apprécier, et ça fait une transition magique, le gros problème de ColorOS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder mon test complet du Oppo R15 Pro, vous aurez exactement la même chose, et c'est très Appleisé, c'est très iOS-like, pour beaucoup de raisons, que ce soit les paramètres, le design global, les applications, beaucoup de choses rappellent Apple et beaucoup moins Android. C'est-à-dire qu'Android, il faut le trouver pour trouver des codes qui ressemblent un peu à Android. Et à part les raccourcis pour éteindre le Wi-Fi, etc., bah, il n'y en a pas vraiment. D'ailleurs, ils se sont un peu plus inspirés de cette partie-là. Android, ils sont inspirés pour le coup d'Oppo, parce qu'Oppo, ça fait très longtemps qu'ils utilisent ce type de solution, là où c'est arrivé sur Android de cette façon, même 6, Android 6. Donc, non, Android 7, bon, enfin un des deux. Bref, et ce qui fait que bah, là-dessus, ça va être la seule chose qu'on va pouvoir reconnaître d'Android. Sinon, tout le reste, c'est du iOS-like, avec un peu de modification de la part de ColorOS. C'est particulier. L'autre chose, alors je suis très content de ne pas avoir d'encoche. Il n'y a pas d'encoche. Pas d'encoche. Par contre, les notifications, s'il vous plaît. Non, parce qu'en général, sur Android, il y en a là-haut. Oui, j'emmerde les gens avec ça. Mais les notifications, les icônes, c'est quand même sympa de les avoir. Ici, je ne les ai pas. Je ne peux pas les afficher. Je ne peux rien faire. Ou ben, je m'en plaignais sur les Mi 8 et Pocophone, mais ils ont trouvé des alternatives, et ce qui fait qu'elles s'affichent pas longtemps, mais elles s'affichent. Avec Mi 810, ben là, c'est pas le cas. Et pourtant, ben, il n'y a rien qui gêne l'ajout de notifications. Pourquoi? Sinon, pour l'instant, dans l'expérience utilisateur que j'en ai, bah, c'est un smartphone qui reste agréable. Au-delà de la surcouche, une fois que vous aurez passé le problème de la surcouche qui est très particulière, c'est un smartphone agréable à utiliser. Il a le fait d'avoir la recharge rapide en 30 minutes, c'est quand même quelque chose qui est génial, surtout quand vous devez partir vite et vous voyez que c'est pas rechargé parce que vous l'avez mal connecté. Oh, j'ai 10 minutes. Hop, vous allez en 10 minutes, vous allez recharger 30, 40%, 50 peut-être. Je vous avoue que j'ai pas regardé, mais ça va être extrêmement rapide. Et vous savez que vous allez pouvoir tenir une partie de la journée beaucoup plus que ce qui vous aurait été si vous aviez peut-être 20% de batterie qui reste. Alors que là, vous pourriez partir avec 50 ou 60. Donc déjà, c'est une petite chose sympathique. L'autre problème, c'est surtout la photo. Là, pour le coup, c'est quelque chose que je comprends pas du tout sur ce smartphone. Vous avez un double capteur photo qui est le même capteur photo que ce qu'on retrouve sur le OnePlus 6, OnePlus 6T, Oppo R15 Pro. Et le Oppo R15 Pro, par exemple, c'est un smartphone que j'ai bien apprécié en photo. Il fait des très belles photos, mieux que le OnePlus 6 d'ailleurs. Et que ce soit le OnePlus 6 ou le Oppo R17 Pro, ils ont les mêmes capteurs et la même ouverture, qui est en 1.7. Ici, ils l'ont mis en ouverture 2.0. Sur un smartphone à 1000 €, ça pique un peu. Et malheureusement, quand on voit les ténors du genre, Pixel 3, Note 9, Mate 20 Pro, eh bien, Oppo en est très loin. On est très très loin. Alors c'est mieux que la version chinoise qui avait tendance à faire des photos d'un peu n'importe comment. Si on prenait deux fois la même photo, ça fait pas le même résultat. Ici, le problème c'est que, en fait, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais autant le Oppo R15 Pro était bien détaillé,
et en plus de ça avait une dynamique impressionnante, autant celui-là, alors là on est un peu en hiver, on n'est plus en été, c'est un peu dommage, mais alors de nuit forcément c'est une catastrophe, par rapport à la concurrence haut de gamme, je parle bien, ça va être correct globalement, mais sinon par rapport à la concurrence il fait absolument pas le poids. Mais en plus de jour, il y a un autre problème, c'est le lissage. Je ne sais pas pourquoi, et notamment encore plus en HDR, c'est du HDR lissé. Alors déjà en normal ça passe un peu mieux, ça fera moins lissé, mais le HDR lisse carrément. C'est-à-dire que, vous voyez, ces petites... les protections Canon sur les appareils photo, elles ont tendance à être granulées. On peut dire ça comme ça, il y a beaucoup de grains en fait, pour une sensation de toucher un peu particulière. Ce n'est pas lisse. Le problème, c'est qu'il va lisser tout, en fait. Il va tout lisser, sauf autour de Canon, parce que le traitement est un petit peu intelligent, reconnaissance de scène, le texte, etc. Et autour de Canon, ça va être moins lissé. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas enlever ce lissage, et que clairement, on voit clairement que le lissage est très important. C'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Et ça va être le plus gros souci de ce smartphone, en fait. C'est que globalement, il va être très bien, vous avez déjà ColorOS qui va être perturbant, mais l'appareil photo n'est plus du tout au point, sachant que c'est un point important pour beaucoup de gens. On peut faire de belles photos, voire de très belles photos. Oppo, on a fait des très belles au salon de l'auto, mais il ne faut pas que les sujets soient trop complexes. Si les sujets vont commencer à être complexes, il va beaucoup plus galérer à vous sortir les détails. Donc si vous en foutez des détails, c'est bien, surtout la scène qui vous intéresse, ça va passer. Si c'est la nuit ou si c'est le détail qui vous intéresse, comme moi, aïe 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 aïe. Donc ce qui fait que c'est un peu dommage. Voilà un petit peu, après le selfie j'ai pas encore fait, mais c'est un smartphone qui est intéressant, la Super VOOC, la double batterie aussi qui est spécifique. Il a quand même une puce audio qui est vraiment sympathique quand même, hein. Il gère mon One More H1707 très très bien, donc pas de souci de ce point de vue là. Le système motorisé, mais j'adore. C'est un coup de cœur en fait ce truc, et je m'y attendais pas à ce point là en fait, mais on a vraiment ce côté technologique qui ressort de ce smartphone. J'espère que vous aurez apprécié cette prise en main, j'ai essayé de la faire un peu différemment, peut-être plus en face cam avec des petits plans un peu partout. Dites-moi si ça vous a plu, savoir si je vous préférez de cette façon là, ou dites-moi si au contraire vous préférez plus que ce soit en mode normal, où vous voyez plus le produit, et vous voyez pas juste certains plans. Voilà, c'est un test, c'est que j'ai envie de changer, j'ai envie d'améliorer un petit peu. Après, sinon, vous n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, bien évidemment. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, c'est le moment. Et n'hésitez pas aussi, si vous aimez converser avec moi, vous pouvez directement via Twitter. Je vous le conseille énormément. Allez, faites-moi péter la barre des 5000 abonnés sur Twitter. Bon, j'y crois pas. C'est un smartphone que je suis très content de pouvoir tester, et ce, assez rapidement. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour le test du Oppo Find X.